Bonjour à tous. Alors, je vais commencer à accepter les gens dans ce Zoom de ce soir. Bonjour, bonjour. Vous êtes déjà nombreux. Enchantée. Bonsoir à tous. Alors, Tiffaine, Pascal, Roxana. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que... Bonjour. Bonjour. Et oui, moi je vous entends. Super. Donc, je continue à accepter les gens au fur et à mesure. Bonsoir à tous. Et je vois que Stéphane est là. Voilà, je l'ai accepté. Et puis, je vais partager mon écran. Bonsoir Stéphane. Alors, votre micro est coupé. Et est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Super. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et c'est ça, sauf que... Voilà. C'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Je vais le mettre en grand écran. Et Super. on va commencer. Voilà. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette conférence Zoom sur les odeurs et puis les matières premières. Le métier extraordinaire aussi de Stéphane Picard qui va nous en dire plus sur son activité. Et voilà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Pauline. Je suis la présidente et fondatrice de Young Professionals in Beauty. Donc, YPB, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est la première communauté des jeunes professionnels de la beauté. On voulait créer cette communauté pour se retrouver entre nous, créer du lien, du partage, élargir aussi les connaissances des jeunes professionnels de la beauté qui parfois ne connaissent pas tous les métiers du secteur, et puis aussi les mettre en relation justement avec des professionnels experts, confirmés, et pouvoir échanger avec eux en toute simplicité et en toute convivialité. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on s'organise? Alors, on a lancé l'association en 2019, en avril. On a commencé la communication en juillet et puis notre premier événement a eu lieu en octobre 2019 avec la marque État Libre d'Orange, qui est une marque de parfum de niche. Donc, c'était dans les locaux et en fait, on organise des after-work mensuels avec des thématiques. Donc, on a fait aussi avec Merci Andy, avec Sillage et puis avec plusieurs marques clean en septembre au jardin d'acclimatation. Donc, ça, c'était notre gros événement. Et puis, pendant cette période de crise sanitaire, on est passé sur du digital comme ce soir. Donc, des lives Instagram et puis des conférences Zoom. Mais bon, on espère que bientôt, on pourra se réunir tous en réel, en physique. Et puis d'ailleurs, nos prochaines retrouvailles, on a déjà la date. On n'a pas encore communiqué, mais je vous dirai peut-être ce soir ou à la fin de ce Zoom. Donc, Stéphane, je vous propose, pardon, de vous Oui, présenter. pas un problème. J'avoue, je suis hyper à l'aise avec le tutoiement, donc ok. Allons-y. Donc, écoute, on aimerait beaucoup en savoir plus sur ton parcours et ton métier. Et aussi, avant que tu commences, à vous qui êtes avec nous, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cette conférence. Donc, par chat, moi, je verrai et je vais noter les questions. Et puis, comme ça, on pourra vous répondre soit en direct, soit à la fin. De toute façon, il y a une session questions-réponses qui est prévue.
Voilà. Je te laisse la parole, Stéphane. Alors, j'ai un petit. Alors, il y a des gens qui veulent encore entrer. 5 personnes qui ont loupé cette magnifique introduction. Je suis en train de les admettre. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est parti. Bienvenue à tous, vous qui nous rejoignez. Vous avez loupé l'intro, mais pas la partie la plus intéressante avec Stéphane. Alors, Stéphane, alors on avait, pour Oui, commencer, merci. on aimerait bien savoir. Je suis donc du coup, Pauline, merci pour cette introduction et par présentation d'IPB que je ne connaissais pas très, très sincèrement. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les études et formations parce que moi, je ne suis pas du tout du sérail de la parfumerie. Simplement vous montrer qu'on peut, en arrivant d'un point de départ qui n'est pas du tout dans le contexte, etc., arriver à ce métier qui est un peu effectivement extraordinaire. Moi, je suis né en Afrique d'abord, au Bénin. C'était le Dahomey à l'époque, à Cotonou. Et mes parents étaient en travail là-bas, côté de l'Afrique, dans une banque centrafricaine. Et j'ai vécu toute mon adolescence et vie d'étudiante dans la région parisienne, à Saint-Cloud. J'ai fait mes études à Rueil-Malmaison. J'ai fait ensuite des études de commercial. Je suis rentré dans une école de commerce à l'INSEC, Bordeaux. Donc, après avoir fait Sud de Rouen, je suis rentré à l'INSEC et là, j'ai vraiment commencé à avoir la sensibilité, en tous les cas, pour tout ce qui était marketing et commercial. J'ai même gagné un prix des dirigeants commerciaux de France en dernière année d'école de commerce et puis un deuxième prix national sur les techniques de développement du marketing avec justement un projet qui était sur le parfum. Donc c'est assez drôle à l'époque de faire un projet sur le parfum et en plus avec mon épouse, celle qui viendra mon épouse. On avait mené ce projet à deux à l'époque et c'était vraiment un très beau projet et on avait eu un superbe prix national. Voilà. Ensuite, moi, j'ai voulu faire d'abord du commercial en me disant que le marketing, c'est bien, mais il faut d'abord savoir ce que c'est que le terrain. Et donc, à l'époque, j'ai choisi d'aller vers l'assurance en me disant, ça, c'est quand même une bonne école de vente. J'avais lu, et c'était un de mes livres de chevet, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, et je trouvais que l'approche commerciale était assez séduisante. Et donc, je suis rentré à La Mondiale, qui est un groupe d'assurance vie, où on vend des plans d'épargne retraite, entreprises ou personnelles, où on fait au préalable des audits auprès des particuliers et des entreprises, afin d'apporter une solution adéquate à leurs besoins. Et j'ai trouvé que leur méthode d'approche était assez intéressante parce qu'en fait, on fonctionnait par cooptation. Dès lors où le client ou le prospect était satisfait du service, ben, on allait voir un autre client ou un autre de leurs amis ou contacts. Et je trouvais que cette méthode était plutôt enrichissante plutôt que de frapper bêtement à des portes, etc. Ça mettait effectivement en valeur le métier de commercial avec un audit réalisé et une solution en approche de cet audit. Tout ça pour vous dire que c'est quand même dans mon fonctionnement commercial et marketing, j'ai appris beaucoup au contact de l'assurance, beaucoup au contact des entreprises. J'ai passé 7 ans dans cette entreprise après avoir été simple commercial, puis responsable de formation de collaborateurs, puis responsable de la formation sur tout l'ouest de la France en juridique social et fiscal sur l'assurance. Et puis j'avais assuré une entreprise qui s'appelait France Autruche. Donc là, c'est encore une entreprise pas banale puisque c'était le premier éleveur d'autruches et d'émeux en France, l'émeu étant l'autruche australienne. Et on avait du côté de Châteaubriand, en gros, 25 000 oiseaux qui se débattaient dans les prairies, notre belle région nantaise. Et donc, la personne qui était en charge de ce beau projet m'a demandé de venir le rejoindre pour développer tout ce qui était coproduit, ce qu'on appelle coproduit, c'était les cuirs, et puis les cosmétiques à base de graisse animale, puisque les aborigènes australiens se servaient beaucoup des émeux à la fois pour manger, mais aussi ils se servaient des graisses de paletot pour se protéger des rayons du soleil et aussi comme onguent. Et donc, tout naturellement, j'ai créé une marque de crème solaire qui s'appelait Mamukala, un nom aborigène australien.
et qui est devenue une des marques importantes de niche dans les stations de sport d'hiver françaises, puisque j'avais signé un accord avec l'école de ski français où on distribuait 1 million d'échantillons chaque année sur les stations. Et donc, j'ai créé cette marque en me disant, tiens, ça fera le pendant entre le surf des neiges et le surf des mers australien. Et donc, avec notre ami australien qui était partenaire dans le projet d'Autruche, on a développé les crèmes solaires aussi en Australie. Et j'ai développé les cuirs d'Autruche. Et là, j'ai appris beaucoup au contact d'Hermès, que Hermès était vraiment l'artisan du luxe. Et j'ai appris en allant, en sillonnant les tanneries avec eux, en m'expliquant ce que c'était qu'une peau, voilà, comment on arrivait à avoir une peau choisie par Hermès. Et donc, j'ai appris énormément auprès des éleveurs aussi, puisque la qualité de la peau commence d'abord dès l'élevage. Et donc, tous ces éléments-là pour vous montrer que je ne viens pas du tout du sérail et qu'à un moment donné, ce sont des rencontres. Donc, malheureusement, cette entreprise d'Autruche a déposé le bilan en 99. Et donc, naturellement, mon ami australien avec qui j'avais développé des marques m'a demandé si je voulais bien l'aider dans la commercialisation d'une matière première utile pour la parfumerie, c'était le santal. Il avait obtenu pour la première fois la possibilité de distiller du santal en Australie, ce qui avait été abandonné dans les années 50 parce que les gens se ruaient sur notamment les mines de diamants, etc., en Australie, plutôt que couper du bois, etc. Et donc, ce santal australien qui avait existé au début du XXe siècle et utilisé dans notamment la savonnerie anglaise, n'était plus du tout à porter à l'industrie de la parfumerie. Et quand j'ai commencé sur le santal, je connaissais absolument rien à la parfumerie, au monde de la parfumerie. J'aimais le parfum pour avoir fait effectivement ce document, en école de commerce. J'aimais le parfum, je me parfumais déjà avec Habit Rouge à l'époque. J'adorais cette odeur d'Habit Rouge, mais je ne connaissais rien au parfum. Le seul contact que j'avais dans le domaine de la parfumerie, c'était Jean-François Laporte, qui a été le créateur de la marque Sisley, de tous les jus Sisley au démarrage, d'artisans parfumeurs et parfumeurs rigantiers. Et quand j'étais étudiant donc dans cette région parisienne, le week-end, j'allais en vallée de Chevreuse chez un ami dont le père possédait un château et donc avait des bois à couper. Il me faisait couper les bois. Et quand j'avais des cales plein les mains, il me disait, écoute, viens m'aider, je vais te faire étiqueter des bouteilles d'eau de toilette. Et les eaux de toilette étaient réalisées par Jean-François Laporte. Et donc, il m'a fait rencontrer un jour Jean-François Laporte, ce qui est né de ce contact-là. Et donc, ça, voilà. Et je me suis remémoré de ce contact de Jean Laporte pour aller le voir. Et lui m'a dit, écoute, si tu veux aller vendre cette matière-là, il faut que tu ailles voir les grosses sociétés comme Givaudan, IFF, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, du coup, mon approche a été une approche un peu comme dans l'assurance, c'est-à-dire une approche en faisant une sorte d'état des lieux du santal, notamment. Quels étaient les plus beaux jus qui avaient été réalisés avec le santal, quelles étaient les marques qui avaient ce santal et quels étaient les parfumeurs. Parce que donc avec Cinquième Sens, on pouvait aller effectivement voir quels étaient les parfumeurs qui avaient réalisé des parfums au santal. Et puis, je prenais dans cette liste-là les derniers parfumeurs qui avaient créé du santal. Je passais chez Sephora, je m'absorbais dans leurs dernières créations et je passais les voir. Et donc, du coup, le premier contact était plutôt assuré en disant, ben voilà, tu sens bon, parce que je sentais leur parfum. Et donc, on pouvait échanger sur le santal. Et j'ai pris les premiers coups, forcément, hein, puisque le santal australien était très, très différent du santal indien. Et que chez les parfumeurs, la plupart des parfumeurs se remémoraient le santal indien très crémeux, très lactonique, et pas du tout un santal boisé, sec, un peu animal comme celui du santal australien. Et donc, il a fallu 3 ans de persévérance pour pouvoir rentrer vraiment sur le marché de la parfumerie, grâce d'ailleurs à Givaudan qui à un moment donné a dit stop, on arrête la déforestation en Inde, le santal blanc, et on remplace maintenant, en tous les cas dans les nouveaux jus, on va travailler avec le santal australien puisque les anciens jus, on ne pouvait pas les transformer puisque les notes étaient trop différentes. D'accord, hyper intéressant ce parcours. Le début et la formation que j'ai eue au travers de mes différents contacts, et c'est comme ça que je suis tombé dans la parfumerie, entre guillemets. C'était finalement au fil des rencontres et puis c'était pas, disons, calculé au départ en fait. Non, Ça pas a du été une vraie découverte et finalement un coup de cœur, quoi. Ça a été vraiment un coup de cœur. Et puis après, j'ai appris à connaître le métier du parfumeur.
Et puisque j'étais sans doute le seul commercial en France à avoir qu'une seule matière à vendre, tous mes autres confrères avaient des dizaines, voire des centaines de matières à commercialiser. Moi, j'en avais qu'une avec toujours la même histoire que je répétais. Voilà, ce santal est un santal qu'on coupe, mais on en replante une douzaine. Un arbre santal met une cinquantaine d'années en sauvage à pousser. Et quand on plante du santal, on plante pour les générations à venir, on ne plante pas pour soi. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de durable. Pour la première fois, ces Australiens montraient l'exemple en disant, voilà, on va payer les aborigènes au même niveau que les Blancs, ce qui n'était pas le cas en 80, 97, 98. Donc, ils ont fait cet effort-là. Et on va les aider aussi à s'industrialiser, entre guillemets, le mot n'est pas très juste, mais le fait de les équiper en machines pour pouvoir notamment arracher les arbres, parce que sur le santal, ce qui est intéressant, c'est que les racines sont pleines d'huile, beaucoup plus que la tête de l'arbre. Et donc, c'est intéressant de pouvoir lever l'arbre avec un appareil, ce qui n'était pas le cas. Les aborigènes avaient juste des espèces de machettes coupe hache et c'est tout. Et donc, du coup, on les a équipés dans ce domaine-là et Givaudan et d'autres marques comme Shiseido ont abondé dans un fonds qui a permis d'avoir ces équipements pour les aborigènes. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille pour une société qui s'appelle Dodjan, qui a été récompensée aux Nations Unies. La société appartient pour 50% aux aborigènes australiens. C'est la première fois qu'on a vraiment une filière comme ça qui appartient de façon moitié-moitié avec les Blancs aux aborigènes. Donc, ils décident, ils prennent les décisions sur les objectifs, sur ce qu'on va faire l'année prochaine, quel type d'arbre, etc. Et voilà, c'est vraiment une très, très belle aventure avec cette société de John. Ouais, magnifique. Et donc là, ce que je comprends, c'est que au départ, tu étais commercial, spécialisé dans le santal. Donc ça, c'était dans quelles années c'était? C'est en 99, à la fin de France Autruche. 99, on a eu le gros contrat avec Givaudan en 2001. Et puis, ça a continué jusqu'à présent. Je continue, bien sûr, par fidélité aussi, avec ce santal australien que j'adore. Tiens, je peux vous montrer d'ailleurs une petite galette de bois de santal, vous voyez, à l'écran. Voilà. Je continue sur le santal à promouvoir cette société qui est une très, très belle société et j'adore travailler avec eux parce qu'ils ont aujourd'hui compris qu'ils ne pourraient pas simplement travailler avec le sauvage et qu'aujourd'hui, les plantations ont une vingtaine d'années. Et donc, on peut aujourd'hui utiliser ce santal de bois qui a 20 ans parce que lui, il est irrigué. Donc, il y a de l'eau qui vient sur ces bois qui permettent de grossir plus rapidement que dans le désert. Et il faut savoir ce qui est beau dans l'histoire du santal, c'est que c'est un arbre parasite. Donc, il ne pousse pas tout seul. Il a besoin des autres pour pousser. Donc, en serre, on le met avec une légumineuse qui permet effectivement de le nourrir en serre. Et quand on va le planter sur le terrain, il va avoir besoin de 3 arbres pour pouvoir, là aussi, prendre en fait les vitamines, etc., via le sol et via les racines. Donc, les arbres vont mourir. Il y en a un qui va pousser très, très vite et qui va le protéger du soleil. Et puis, les 2 autres vont lui amener, l'alimenter en fait par les racines. Et donc, c'est un peu une histoire d'amour où il y en a un qui meurt pour laisser l'autre vivre. Et je trouve ça assez joli d'avoir ça. Et donc, en dehors de ça, il y a des arbres qui peuvent servir aussi, des arbres fruitiers. Et ce modèle-là qui a été fait en Australie a été repris aussi en Inde. Et en Inde, ils font pousser des manguiers entre chaque rangée de santal, comme il faut 15-20 ans à ce qu'un santal arrive en plantation à l'âge mature. En attendant, les gens qui vont récolter vont pouvoir se nourrir avec les mangues. D'accord. Donc finalement, commercial, mais aussi, toi, aujourd'hui, tu te définis plutôt comme un sourceur de matières premières. Donc ça va être quoi? Tu vas chercher les matières premières, tu vas explorer. Comment est-ce que ton travail au quotidien, comment tu le définirais? Quelles sont tes missions au quotidien? Moi, ce que j'ai voulu, c'est en 2007, en fait. En 2007, bon, à force d'aller voir les parfumeurs et notamment mon ami Antoine Maisondieu, il me disait, mais bon, tu viens, là, c'est super sympa, on prend un café, on discute, on parle des différentes créations, mais tu n'as qu'une matière à vendre, tu peux pas aller trouver d'autres matières. Et donc, du coup, c'est un peu lui qui m'a dit, écoute, ça serait bien que tu ailles chercher d'autres matières. Et donc, j'ai dit, mais c'est vrai que c'est pas idiot, mais si je le fais, je vais le faire sur le modèle australien, c'est-à-dire en respectant à la fois l'environnement, en disant voilà, si on coupe un arbre, ben, on replante, si on prend une matière, il faut qu'il y en ait suffisamment, et puis respectueuse des personnes et respectueuse des gens, des producteurs. Et donc l'idée, c'était vraiment de cette philosophie de respect environnemental, respect producteur. Et donc j'ai créé Bièvre en 2007, en avril 2007, sur l'équilibre entre l'être et l'avoir, entre to be et to have.
et qui donne justement cette attitude, ce comportement. Le comportement, c'est to behave. C'est to behave vis-à-vis de l'environnement et ce to behave vis-à-vis des producteurs. Et donc, je suis allé en 2007. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller? Et en fait, grâce au Santal, j'avais rencontré une personne des Nations Unies qui me dit, écoute, puisque tu veux faire ça, je peux t'indiquer une ONG qui est basée en Namibie et qui est en train de monter une filière sur la myrrhe. Et elle ne sait pas effectivement comment commercialiser, comment vendre ça. Et donc, je suis allé dès 2007 en Namibie, à la rencontre, bien sûr, de l'ONG, mais surtout des tribus, qui essayaient de comprendre comment la filière était organisée, comment ça fonctionnait. Donc, et ces tribus Imba, qui sont les femmes Imba, en fait, se servent de cette myrrhe mélangée à l'ocre du sol et les crèmes de leur lait et se font comme un onguent. Hein, donc, et c'est un peu une recette de beauté, protecteur aussi par rapport aux insectes, etc. Et l'ONG avait fait vraiment bien les choses et avait effectivement déterminé sur le terrain le nombre d'arbustes, les quantités de résine qui pourraient exuder chaque année, ne pas abîmer l'arbre, comment dire, l'inciser parce que l'incision de ces arbres-là emmène prématurément la perte de l'arbre au bout de quelques années, c'est trop rapide. Et donc du coup, il y a eu des contrôles effectivement qui sont faits auprès des IMBA. Et donc, volontairement, les IMBA se sont inscrits pour aller récolter cette résine, sachant que ça allait sur la parfumerie et ça n'allait pas les habiller eux. Enfin, eux, ils avaient suffisamment de quantité pour eux-mêmes. Et ce qui est bien dans la Comifora wildi, c'est donc une résine spécifique, c'est que ces tribus Imba qui sont en fait des éleveurs nomades de chèvres et de vaches, les vaches maigres arrivent à partir du mois d'octobre et la résine exude à partir du mois d'octobre jusqu'aux premières pluies. Les premières pluies, c'est début janvier normalement. Et donc pendant ces mois, où ils ne gagnent pas d'argent, ils ne peuvent pas vendre leur bétail, où le lait est très maigre, eh ben, ils ont ce revenu complémentaire. Et on a eu tout de suite une centaine de femmes Imba qui se sont inscrites sur les récoltes. On a pu récolter des grandes quantités de résine. J'ai acheté les premières tonnes sans savoir ce que j'allais en faire. Toujours aussi, c'est un peu les paris un peu fous et entrepreneurial. Et je me suis rapproché de Michel Mann, qui est un ami, et qui m'a dit, écoute, si tu veux, la filière est tellement belle, je t'aide à la transformation, je t'aide pour l'enregistrement de cette matière, parce qu'elle n'était pas enregistrée, et on va la commercialiser ensemble. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est né. Ensuite, j'ai voulu continuer le travail, notamment avec les tribus Imba. J'ai été découvert sur le terrain, parce que je me suis dit, si ça ne marche pas avec la myrrhe, il faudra que je trouve un autre ingrédient. Et en discutant avec l'ONG, elle m'a montré un arbuste qui, quand il meurt sur le terrain, il laisse cette cire que je vous montre là à l'écran. Cette cire est en fait une cire incandescente dont les Bushman se servent comme bougie naturelle. Ils appellent ça donc le Bushman Candle là-bas. Et quand on le fait brûler, on a des notes très benjoin, très encens. Et donc, du coup, ça a été la deuxième matière que j'ai sourcée en Namibie avec les tribus Imba, donc même chose. On a obtenu l'autorisation de récolter, de voir les volumes potentiellement utilisables. Et on a commencé à commercialiser avec Michel Mann les transformations de ces matières. Et donc, ce qui est beau aussi dans ce truc-là, c'est de pouvoir aussi à un moment donné redonner aux gens sur place la possibilité de les transformer. Donc l'idée à chaque fois, c'est de redonner aussi la technique de transformation. Donc là, la myrrhe, c'est pas très compliqué, c'est une distillation, mais sur des plateaux pour que la vapeur passe bien au travers des plateaux et qu'on ait le truc. Mais Michel et Biev a donné effectivement des éléments de réponse par rapport à la technique. Et aujourd'hui, ils distillent directement là-bas. Donc du coup, ça fait une valeur ajoutée qui est pas simplement une valeur ajoutée de récolte, mais une valeur ajoutée qui est sur la transformation aussi. Et moi, j'attache beaucoup d'importance aux valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée. Alors, quand j'exerce mon métier de sourceur, et je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est, mais la valeur ajoutée différenciante est importante, c'est-à-dire trouver des matières qui ont des odeurs différentes est une première valeur ajoutée. La valeur ajoutée respectueuse de l'environnement, sachant que quand on va prendre une matière, qu'on l'a récoltée de façon sauvage ou de façon plantation, qu'elle soit toujours durable, ça, c'est aussi une valeur ajoutée en disant, voilà, c'est respectueux de l'environnement. Et la troisième valeur ajoutée, c'est effectivement que les personnes qui vont récolter, qui vont transformer, etc., aient suffisamment d'argent pour pouvoir poursuivre leur activité et transformer. J'ai trop vu sur le terrain des gens qui, malheureusement, pratiquaient des transformations pas bien faites parce qu'ils voulaient faire ça très rapidement et qu'on ne les repayait pas très cher la matière.
Donc, on a tout intérêt à payer bien la matière si on veut avoir de la qualité. Et si on ne veut pas que, comme en Chine, à un moment donné, ils ont arraché les géraniums, ça ne leur rapportait pas assez pour planter de la vigne, ben, si on ne veut pas cet effet-là, il faut à un moment donné payer vraiment le juste prix et que ce soit suffisant pour eux pour vivre. Et là, on s'assure. Donc, ce n'est pas simplement, quand je parle de fair trade ou que je parle de respect environnemental, on le fait pour nous-mêmes, égoïstement. On croit que c'est effectivement qu'on le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour nous-mêmes. On est vraiment sur des notions de gagnant-gagnant, même si c'est une notion très commerciale. On est quand même là-dessus, c'est-à-dire que en payant justement la matière, en respectant l'environnement, on sait qu'on aura demain toujours la bonne qualité, toujours la belle matière traitée. Et donc, du coup, nos clients derrière seront satisfaits de ça. Et ce qui est important, c'est de pouvoir échanger et de faire le lien. Et moi, je conçois mon métier de sourceur comme un lien, un pont, entre guillemets, entre la parfumerie et les producteurs, et essayer de les faire le plus en plus rejoindre, entre guillemets, entre la matière brute, le désert australien ou le désert namibien, ou des conditions qui sont très dures, et de l'autre côté, le raffinement à l'extrême, avec un parfum, avec des valeurs de luxe. Et donc, essayer de rapprocher ces deux mondes qui, au départ, ne peuvent pas se comprendre et doivent se comprendre parce qu'ils sont liés tous les deux à un même objectif. Donc, mon métier, il est là, quoi. Il est là et c'est de transmettre le plus. C'est vrai que je suis très heureux de pouvoir vous parler et parler aux jeunes aujourd'hui parce que c'est un métier extraordinaire. Et il y a un moment où il faut savoir transmettre ces éléments-là pour dire, attendez, il y a encore énormément de choses à faire sur le terrain, de trouver des matières premières, de trouver des belles histoires. Et puis, c'est une aventure humaine. C'est clair. Ça a l'air très enrichissant. Et donc, en fait, c'est avec Behave que tu mènes cette activité. Et donc, ça, c'est vraiment la partie sourcing. Et à côté de ça, tu as une activité avec Le Sourceur, qui est une marque que tu as fondée, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors bon, on va passer tous les produits de Bièvre, mais Bièvre maintenant intervient énormément, aussi bien à Haïti qu'à Madagascar, qu'en Indonésie, etc. Et à chaque fois, moi je remercie tous les producteurs, mais aussi les associations avec lesquelles je travaille, que ce soit Cœur de Forêt, L'Homme et l'Environnement, IRDNC, toutes ces associations-là, parce que sans elles, je ne pourrais pas avoir cette transparence de filière et de montrer aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que pour une très grande marque, on leur a dit aussi ce qui ne va pas sur le terrain. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain, il vaut mieux parler des problèmes et leur dire, voilà, on a une solution pour régler le problème, engagez-vous. Engagez-vous sur la durée. Voilà. Si vous engagez sur la durée, on va sécuriser les approvisionnements pour vous, mais on va sécuriser de l'argent pour les gens, les producteurs sur place. Et donc, moi, j'aime bien parler aussi des problèmes et des problématiques terrain. Mais je dois dire que ce métier de sourceur ne serait pas possible si je n'avais pas été entouré de ces gens-là. À la fois des producteurs, des récoltants, des récoltants sauvages ou pas, et puis des contacts que j'ai pu avoir, des gens, des spécialistes des plantes. Moi, je ne suis pas un spécialiste des plantes. Et à chaque fois que je vais sur le terrain, je fais bien sûr beaucoup de recherches bibliographiques. J'étudie beaucoup ce qui s'est passé dans la parfumerie depuis des centaines d'années. Je m'intéresse beaucoup à la parfumerie égyptienne et autres, bien évidemment. Je recherche des histoires sur le pays, je recherche des matières. Et les matières là-bas, ce n'est pas forcément pour le parfum, c'est des matières qui sont des contacts parfumés. C'est aussi pour contacter avec les esprits. Les lémis que j'ai trouvés je dois l'avoir par là. Ouais. L'élémi que j'ai trouvé à Madagascar, c'est un élémi qui n'avait pas utilisé du tout pour la parfumerie. Alors moi, je ne connais pas. Voilà. Il est vendu comme ça sur les marchés en forme de boule et en fait, il est brûlé et c'est pour convoquer les esprits simplement. Donc, on a des histoires à raconter autour de cette résine et grâce à Cœur de Forêt, là-dessus, c'est eux qui sont allés géolocaliser tous les arbres pour savoir où ils étaient placés, qui ont fait les premières incisions pour savoir quelle était la quantité qu'on pouvait récupérer. Et on a un potentiel derrière, on sait quel volume. Et si on a un très gros volume, ben on peut le proposer à des gros groupes comme Firmenich, IFF, Givaudan, Symrise, etc. Et si on a des petits volumes, il vaut mieux les garder pour des petites marques de niche, par exemple. Voilà. Donc c'est aussi un peu comme ça qu'on apprécie aussi les potentialités de terrain. Et pour revenir donc à la marque Le Sourceur, c'est quelque chose que j'ai voulu pour apporter au grand public en me disant c'est bien, j'ai des produits qui sont vendus aux parfumeurs et aux maisons de parfums, etc. Mais finalement, ce produit, il est dilué. Il est dilué dans un parfum puisqu'aujourd'hui, un compositeur va utiliser une centaine d'ingrédients pour réaliser un parfum.
peut-être à l'exception de Jean-Claude Elena, qui lui a une partie clinique beaucoup plus sobre, on va dire, hein, sur vingtaine, trentaine d'ingrédients. Et je me dis, c'est un peu dommage d'avoir des belles matières et de ne pas pouvoir toucher le grand public. Surtout que ces matières, moi j'ai vu sur le terrain, ce n'est pas des matières simplement parfumantes, ce n'est pas des matières où on sent bon simplement, c'est aussi se sentir bien avec les matières. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'olfactothérapie, le sentir bon, le sentir bien. Et aujourd'hui, donc, on a lancé cette marque Le Sourceur, qui est visible sur Internet. On est en train de faire la version 2 du site, justement, pour pouvoir apporter au grand public la possibilité d'utiliser ces matières. Alors, on peut l'utiliser sous forme de diffusion avec des diffuseurs classiques. Hein. On peut l'utiliser en alimentaire, puisque la plupart de nos matières sont aussi destinées à l'alimentation. On peut l'utiliser en aromathérapie, bien que je ne sois pas un spécialiste de l'aromathérapie. Hein, donc, et on s'entoure de compétences externes, comme on l'a toujours fait. Donc, on a des aromathérapeutes à Nantes, on a Paty Canac qui nous aide, on a des aromathérapeutes en Belgique, etc. On essaie de prendre là aussi des compétences à l'extérieur que nous, on n'a pas. Hein. Très, très sincèrement, on n'a pas ces compétences-là. D'accord. Voilà un peu le sourceur. Et c'est pareil, c'est aussi l'utilisation des matières qui ont été sourcées par Bièvre et qui permettent aussi de consommer un peu plus de matière et donc d'introduire aussi des matières qu'on n'a pas forcément. Je vais prendre un exemple, on va lancer 2 matières au mois de juin-juillet, une lavande fine et une sauge clarée. La lavande fine, c'est une lavande fine, mais ce n'est pas la lavande fine de tout le monde. On a cherché un producteur qui produit la lavande de façon un peu ancestrale à l'ancienne, qui va laisser les brins reposer sur le sol, qui va permettre d'avoir une lavande très particulière avec un terroir particulier. Donc, on a une lavande qui est un peu millésimée, sur laquelle voilà, j'ai choisi cette lavande. On a une sauge clarée, où j'ai choisi cette sauge clarée pour une raison très simple, elle correspond à mon histoire. Cette sauge clarée, elle sent la tannerie. Elle sent le cuir qui était sur Stein avant les finitions du cuir. Et pour moi, ça me rappelle mon histoire. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai choisi cette sauge clarée. Donc, il y aura des matières qui seront sur le sourceur qui ne sont pas forcément pour Bièvre parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir cette matière-là, par exemple, de lavande ou de sauge clarée pour aller vendre. Voilà. L'intérêt de Bièvre, ce n'est pas d'être trader, c'est d'aller chercher des histoires, aller chercher des matières nouvelles, d'aller, voilà. Là, j'ai reçu il y a un mois à peu près des racines de roseau. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, elles sont petites. Hein. Elles sont torréfiées au Sénégal. Ça s'appelle le Gowé et elles ont des notes très moyen-orientales, on va dire, cyprioles, etc. Elles sont torréfiées sur place par les femmes d'une certaine région du Sénégal. On est en train de travailler dessus. Donc, je travaille avec des laboratoires en sous-traitance différents à côté de Nantes ou alors avec Rémi Pulvérail aussi ou à Corée-Partin. Donc, voilà, on travaille avec plein de laboratoires pour essayer de sortir le meilleur des matières. D'accord, ça a l'air passionnant. Moi, ça me donne envie de rejoindre Beehive, en fait. Et donc, quand tu fais est-ce que tu fais des découvertes parfois de nouvelles matières premières? Il me semble que on peut aussi en découvrir toujours. Matières premières, il y en a des milliers, des dizaines de milliers à découvrir. Et il y a aussi des matières qu'on a perdues, il y a des matières à redécouvrir. Et quand je dis il y a des matières à découvrir, il faut faire attention parce qu'il y a des matières, par exemple, le métal dont je vous parlais, la racine de roseau, là, elle existe aussi au Pérou et je l'ai développée, ça s'appelle le piri-piri. C'est le même roseau, c'est la même espèce, hein, c'est un Cyperus articulatus, donc c'est la même espèce au départ. Et cette espèce, elle a été enregistrée, je crois, en parallèle entre Givaudan et Natura. C'est eux qui avaient enregistré la matière à l'époque. Donc là, elle a un terroir particulier au Pérou. Les Shipibo s'en servent en fait en filtre d'amitié et filtre d'amour. Donc c'est assez joli comme histoire. Là aussi, Cœur de Forêt a financé une unité de distillation là-bas. Il s'est distillé sur place chez les Shipibo près de l'Ucayali. Et donc, on a une odeur très particulière. Et cette même plante que j'ai redécouvert au Sénégal, eh ben, elle est tout complètement différente parce que c'est le terroir qui est différent, parce qu'elle est torréfiée derrière, donc elle apporte quelque chose. Et donc, on se dit, mais à la fois, si je cherche ce Cyperus articulatus, peut-être, je ne sais pas, en Asie, je vais trouver encore des odeurs différentes. Si j'utilise la torréfaction, on peut l'utiliser, ben, moi c'était une des idées de torréfier des trucs comme ça, mais tiens, pourquoi on ne pourrait pas torréfier des racines d'iris, par exemple? Vous voyez, ça ouvre, moi je ne suis pas du sérail, ça me permet de se dire, ben, aujourd'hui, tiens, la torréfaction, est-ce que ce ne serait pas un outil intéressant
pour d'autres matières. Oui. Et puis, comme je vous disais, il y a des matières qui ont été perdues. Je vais vous citer le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Jordanie. Je suis allé pour une mission pour un hôtel de luxe qui voulait que je lui fasse en fait une gamme de savons et de shampoings pour le corps pour l'hôtel. Donc, c'est vraiment un hôtel de très grand luxe. Et donc, je suis allé sur place, aller sourcer des matières. Et j'ai découvert une matière avec les Bédouins du sud du Wadi Rum en Jordanie. Une plante, quand on verse de l'eau dessus, ça savonne. Donc, c'est une plante à savon, une saponifère. Et D'accord. voilà, donc l'idée, c'était de faire un savon local, donc il sera fait localement. Cette plante, elle sera sur le savon, et donc les gens pourront effectivement frotter les mains avec à la fois le savon et cette plante aussi. On va faire un shampoing pour le corps avec là aussi des plantes locales. Et du coup, plutôt qu'utiliser le plastique et autres, on va utiliser des flacons en verre ou des flacons en terre qui seront faits sur place, localement. Donc vraiment, on va faire quelque chose de local, utilisant les compétences locales, avec des parfums qui seront faits. Bah, aujourd'hui, le parfum il va être fait avec des matières de Jordanie, et notamment ils ont un iris noir qui est l'emblème de Jordanie. Donc je suis allé là aussi chercher les racines d'iris noir. Alors, on est allé surtout chercher les racines d'iris noir. Je les ai fait transformer voilà, et réduites. Et puis, on a testé. En fait, l'odeur est la même qu'un iris pallida. Là, du coup, il n'y a pas d'effet terroir. Et en plus de ça, de toute façon, l'iris noir en Jordanie, il y en a très peu. Et donc, de toute façon, ça ne serait pas durable. Donc, du coup, voilà. Et c'est simplement pour vous expliquer cette histoire-là. Je rentre en France et je regarde et je me dis, mais cette plante-là, elle existe en fait, elle existe dans ma région, à Guérande. Tout le monde a oublié qu'il y avait ce savon qu'on utilisait. Cette plante-là, elle existe. Et donc, du coup, il y a des plantes et là, quand on cherche, donc il y a le sel de Guérande, bien évidemment, mais vous avez des poivres, vous avez un faux poivrier qui est dans voilà, qui est dans la région aussi. Pourquoi on n'utilise pas faux poivre plutôt qu'utiliser voilà. Et donc, ces plantes-là, elles existent. Elles ont été utilisées par des moines, par plein de gens avant, pour des soins, pour des invocations, pour voilà, plein de choses comme ça qui sont à redécouvrir. Il y a aussi des plantes, effectivement, au bout du monde, hein, l'ongle odorant, le fameux ongle odorant, qui est a priori, qui est soi-disant un opercule de coquillage, qui était en mer Rouge, qui était utilisé, fumé, ça fait comme un musc. Voilà, ça c'était pendant un moment une de mes chasses. Voilà, et puis quand on recoupe les textes, notamment avec Xavier Fernandez, on a pas mal échangé là-dessus. Et il m'a dit, mais a priori, l'ongle odorant, ce ne serait pas forcément ce coquillage, ce pourrait être le cyste. Parce que dans la fleur de cyste, il y a en fait 5 pétales comme des ongles. Et ce qu'on appellerait l'ongle odorant, ça pourrait être le cyste. Donc voilà, il y a des confusions peut-être sur l'histoire, mais c'est intéressant parce qu'elle mène de toute façon quelque part. Quoi qu'il arrive, je vais aller sur le terrain et on va trouver avec une matière, on va pouvoir autour de cette matière trouver plein d'autres matières. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, il faut avoir le nez curieux. Il faut s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser aux plantes, et il ne faut pas dire que c'est pas possible qu'une fleur est muette. Voilà, par exemple, la fleur de muguet, où on dit que c'est muet aujourd'hui. Nous, voilà, je suis en train de faire moi des enfleurages de muguet. Donc là, c'est un petit test pour l'instant, mais voilà, avec une marque nantaise, on fait des cadres d'enfleurage depuis 3 jours. Donc, on va essayer de l'enfleurage de muguet. Voilà. Se dire que c'est une fleur muette, non, parce qu'on sent le muguet. Quand on sent le muguet, ça sent quelque chose. C'est qu'on n'a pas réussi à l'apprivoiser. Et là, apprivoiser les plantes, c'est très important. C'est le message de Saint-Exupéry, apprendre à apprivoiser l'autre. C'est très, très important de réapprendre. Et le fait d'être novice me permet d'avoir une potentialité énorme, de dire, voilà, tout est possible. Alors après, il y a pour réussir dans ce métier, et les jeunes, je pense que c'est important pour eux de comprendre ça, c'est que il faut éviter les écueils. Les écueils, c'est effectivement des matières qui se ressemblent trop entre elles. Ce sont des matières où le rendement est très faible. Ce sont se dire, bah, les fleurs, tout le monde cherche des fleurs, mais les fleurs, bah, c'est très compliqué parce que pour faire des fleurs, il faut des volumes énormes qui vont forcément consommer aussi beaucoup d'eau, etc., beaucoup d'énergie, et pour finalement un résultat qui est très faible. Donc, il faut très rapidement éliminer celles qui peuvent être très intéressantes sur le plan de l'histoire, mais qui en fait n'ont pas de fondement. Et moi, au début, j'étais parti en Namibie, je suis revenu peut-être avec une dizaine de matières. Et sur les 10 matières, il n'y en a qu'une ou deux qui sortent, malheureusement. Donc, du coup, il faut pas. Et, voilà. Et puis après, c'est la patience. La patience, c'est une des qualités indispensables. Parce qu'une matière comme le Goé là, qui sort là, donc ça fait 1 an et demi, je pense que l'ONG travaille dessus. Moi, en laboratoire, ça fait quelques mois déjà. Si elle sort au mois de septembre, ça sera déjà bien. Et après, le temps que ce soit adapté et utilisé par les parfumeurs, il faudra encore 1 an et demi à 2 ans au bas mot. Donc, il faut être très, très patient. Et voilà, donc c'est aussi apprendre cette patience-là. D'accord.
très intéressant. Et donc, quand tu pars sur le terrain dans ces différentes régions du monde, est-ce que tu pars seul ou est-ce que tu as une équipe, tu es accompagné? Comment tu organises tes voyages? Alors, l'organisation des voyages, comme je te disais, je fais d'abord une recherche biographique qui est assez importante pour voir déjà ce qui existe dans la zone où je vais aller. C'est une recherche biographique à la fois sur les plantes, mais sur l'histoire du pays, sur l'histoire des hommes ou des tribus ou voilà, des producteurs. Généralement, je prends sur place des contacts avec des botanistes qui vont aussi m'emmener sur le terrain parce que c'est facile de trouver dans les textes, mais derrière, est-ce que c'est la bonne saison? C'est souvent, on cherche toujours la saison des fleurs et donc voilà, on y va, on est content de sentir des fleurs et de voir ça, mais c'est pas forcément la saison des autres ingrédients. Donc il faut se dire que ce qu'on va trouver, c'est ce qui est disponible au moment où on y va. Et puis j'y vais. Alors avant, j'allais avec une pompe à odeur, donc une petite pompe qui me permettait d'emprisonner, d'encapsuler en fait l'odeur dans un Tenax qui était envoyé à Grasse et puis après on analysait ce qu'il y avait dans le petit tube. Hein. Donc ça c'est une pompe qui était très pratique de terrain. J'avais un petit extracteur de terrain qui me permettait de faire les premières extractions, qui était très pratique parce qu'il utilisait un gaz butane. Et le gaz butane, c'est un gaz de briquet qu'on trouve partout dans le monde. Donc ça, c'est très pratique en recherche. On n'a pas à voyager avec du gaz. Voilà. Michel Mann m'avait passé un extracteur, mais qui était trop compliqué au niveau de la base solvant. On ne pouvait pas voyager avec. Il fallait des tonnes de papier. C'était trop compliqué. Et donc, du coup, maintenant, depuis un mois, j'ai ce petit appareil-là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Oui. Qui a été fait par SFE, une boîte de la région de Nancy, super dynamique, qui me permet en 10 minutes de faire un extrait au CO2, au gaz, qu'on peut monter en supercritique en chauffant l'appareil. Donc, c'est un super outil de terrain. Donc là, je vais tester sur le muguet, je vais tester sur la pâquerette pour m'amuser dans ma région tant que pour le moment je reste dans le coin. Voilà, je suis en train d'apprivoiser là aussi l'appareil et de voir quelles sont les contraintes techniques. Et puis voilà, donc là, c'est mon nouvel outil de terrain, mon nouveau joujou, je dirais, avec lequel j'envisage de partir en voyage. Et puis, alors, pareil, est-ce que je pars avec des gens? Les gens, c'est les gens sur place, hein, généralement. Hein. Et puis après, j'ai la chance, avec ce métier de sourceur, d'avoir été appelé par Ushuaïa TV. Et donc, on a fait 10 films ensemble. Ça s'appelle Sur la piste des senteurs. On a fait 10 films dans plein de pays. Donc, ça m'a permis de voyager, pas simplement pour le film, mais de leur montrer là aussi comment je travaillais et les relations avec les gens, les relations avec les matières, montrer de l'ambre gris, d'aller voir un pêcheur qui avait trouvé un bloc d'ambre gris, de l'acheter, le négocier bien évidemment. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est pas forcément d'acheter l'acte d'achat. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire découvrir ce métier, ces matières, et que partout dans le monde, il y a des choses à découvrir et qui sont super belles. Donc là, on va refaire un film avec Ushuaïa et avec TF1 d'ailleurs. On va refaire un film, mais plutôt français, franco-français. Et on va faire découvrir là aussi des matières de ma région nantaise et d'autres régions françaises d'ailleurs, avec l'utilisation des plantes locales, en montrant qu'il n'y a pas besoin de partir au bout du monde. Et on fera un rapport avec les films qui ont été tournés à l'étranger, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Indonésie, que ce soit à Tahiti ou autre. Et on fera un peu le parallèle, montrer qu'on peut trouver des choses intéressantes. Un cas concret, là, il y a une très belle marque nantaise qui date de 1882, qui s'appelle Biette 1882, qui se relance sur des parfums solides. Et donc, j'aurais donné des idées en disant, voilà, si vous voulez relancer votre marque nantaise, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale nantaise avec des matières nantaises. Donc là, je dis, mais voilà, puisque vous voulez faire du parfum solide, partons des enfleurages. Et puis l'enfleurage, si on faisait un enfleurage qui n'est pas du suif, si on partait de gras différents, si on partait d'un beurre de cacao, on a un grand chocolatier nantais qui est là, allons prendre son beurre de cacao, travaillons le beurre de cacao. Donc on est en train de travailler le beurre de cacao et d'autres matières, voilà, et on plante nos petites graines nos petites pousses de muguet dedans. Donc on a la chance d'avoir la période muguet qui est passée, donc du coup les champs sont libres, on peut aller cueillir tout ce qu'on veut. Donc là on en profite. Donc tous les jours on va cueillir le muguet, on met chaque clochette sur le gras et on retire à la pince à épiler chaque clochette de l'abeille. Et donc là on va le faire pendant 5, 6, 7 jours jusqu'à saturer la graisse. Et après on va laver cette graisse à l'alcool. Donc voilà l'idée. Et l'autre idée que j'ai par rapport à Nantes, c'est on a à Nantes un des plus grands lacs de France avec une réserve d'oiseaux qui est magnifique. Et ce lac est envahi de jussie. La jussie est une plante qui vient d'Amérique du Sud et qui a envahi nos rivières, nos lacs, etc. et qui viennent étouffer les autres plantes. Et donc, je me dis, mais
pourquoi on ne partirait pas d'une plante invasive pour en faire un parfum? Donc voilà, l'idée est toute bête au départ. Donc après, est-ce que ça va être toute la jussie qu'on va arracher, puisque les agriculteurs aujourd'hui l'arrachent, mais ils ne s'en servent pas. Est-ce qu'on va se servir de cette jussie comme foin et d'avoir une note un peu foin? Est-ce qu'on va utiliser l'odeur de la fleur de jussie qui va éclore à partir du mois de juillet, juillet-août? Est-ce qu'on va essayer de pomper cette fleur et voir quelque chose? J'ai vu qu'il y avait, vous voyez, c'est pour ça que c'est important aussi la biographie, il y avait des gens qui avaient fait une thèse sur la jussie comme outil cosmétique anti-radicalaire ou un truc comme ça. Donc on se dit, tiens, il y a des liens avec la cosmétique. Pourquoi pas la parfumerie? Pourquoi pas effectivement ces odeurs de foin, etc. Et en plus de ça, on va débarrasser le lac de cette jussie. Voilà. Et ça, on fait d'un problème une solution, et une solution qui est valorisée. Et c'est pour ça que je disais la valeur ajoutée est importante. La valeur ajoutée pour tout le monde. La valeur ajoutée, elle est à la fois pour le lac, pour la nature. La valeur ajoutée, elle est pour l'agriculteur qui va récolter les fleurs, etc. Elle est pour nous, transformateurs derrière. Elle est pour la marque derrière qui va l'utiliser. Et voilà, le message, il est là, il est aussi simple que ça. Ben, c'est un très beau message. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. J'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures et des heures. C'est hyper intéressant. Là, enfin, c'est passé très vite. On a parlé, il est déjà moins le quart. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on est en train de parler. Mais du coup, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas. On va peut-être passer Pour échanger, oui. à notre partie questions-réponses. Et alors, moi, j'ai un... Une dernière chose quand même, je devrais rajouter, c'est on a créé avec 3 amis une association qui s'appelle Parfumeurs sans frontières. Notre première mission, ça a été d'aider des producteurs de Nocicomba à Madagascar, une île qui est en face Nocibé, qui en fait chaque année sont pillés de leurs réserves de vanille parce que les traders passent chinois principalement, pour ne pas les citer, et achètent vraiment au plus bas prix la vanille. Donc avec l'association, on s'est décidé à les aider à financer un outil de distillation pour transformer. Biev a donné sa formule de transformation de la vanille verte. Donc, leur a offert le process pour qu'ils puissent valoriser eux-mêmes. Et on est en train de leur construire un petit abri touristique de manière à ce qu'ils puissent vendre directement la vanille aux touristes qui j'espère, reviendront sous peu, enfin sous quelques mois, j'espère. Voilà, donc on est engagé dans cette aventure grâce à François Hénin de Jovois, hein, donc, la Banque Hénin qui nous a financé. Et on est assez fiers parce qu'au bout d'un an, sur l'argent qui a été donné, 90%, donc sur l'euro versé, 90 centimes est allé directement là-bas. Les 10 centimes restants sont des frais bancaires, des frais de transport. Et donc, du coup, on est assez fiers de se dire, voilà, en tant qu'association, on peut montrer un exemple voilà, où l'argent, il va vraiment là-bas. Il n'est pas simplement, voilà, il n'y a pas de voyage payé, il n'y a pas de frais, il n'y a rien. C'est vraiment les frais bancaires, les frais de transport, etc. On a une transparence totale. Et donc, on aide à nos six combats. On a d'autres projets, bien sûr, mais voilà. Et ce qui est beau au plus dans cette aventure, avec notamment François et la Banque Hénin, c'est que les 2 premières années de notre association, on ne peut pas défiscaliser. Donc, ils l'ont fait sans avoir un objectif de défiscaliser l'argent. Donc, je trouve ça beau de dire, voilà, on vous donne, allez, faites au mieux, et voilà, quoi. On ne fait pas ça pour défiscaliser, même si effectivement, il y a un avantage à le faire, et donc on peut générer plus de sommes d'argent. Donc, on apprend aussi notre métier, c'est voilà, donc avec une belle équipe autour de ça. Voilà, je voulais finir là-dessus. Ouais, c'est un très, très beau projet. Donc, le nom, vous pouvez nous le répéter, s'il vous plaît? Parfumeurs sans frontières. Parfumeurs sans frontières, ben, on regardera. Et puis aussi, le film dont tu nous as parlé tout à l'heure, si tu pourras... Les films, en fait, il y a 10 films qui ont été faits, on peut les trouver sur Vimeo. Ça s'appelle Sur la piste des senteurs. D'accord. Et puis, tu nous disais qu'un autre va sortir bientôt. Ouais, il va être tourné bientôt. Ouais. Bientôt. Et puis après, il y a un grand reportage de TF1 qui va venir filmer la semaine prochaine, déjà une partie. Ça va s'étaler jusqu'à septembre ou octobre. Voilà. D'accord. Bah, écoute, quand ça sortira, il faudra nous en parler. Et puis, comme ça, on pourra relayer l'information avec YPB aussi. Avec grand plaisir. Ouais. Alors, est-ce que les participants de ce soir ont des questions? Si vous voulez nous poser vos questions, je peux soit vous donner la parole, sinon par, par chat, bien sûr, comme vous voulez. Sentez-vous libre. Alors, on a quelques personnes qui ont mis leur caméra, c'est sympathique.
Alors, bah, moi-même, j'ai des petites questions. Alors, comment est-ce que tu entres en contact avec les tribus? Et même chose, c'est avec les contacts vraiment terrain, avec les ONG essentiellement, associations. D'accord. Ok. Alors, bah, ne soyez pas timide, hein, n'hésitez pas. Maxime de Sentry. J'ai eu la chance de commencer avec les tribus aborigènes et puis mon ami australien, où le contact n'était pas si simple que ça, bien qu'il parle anglais, donc c'est quand même aussi une grande chance, contrairement aux tribus Imba, où c'était assez drôle parce que la première fois, on était réunis sous l'arbre à palabres, entre guillemets. Moi, je parlais français, enfin anglais avec l'ONG. L'ONG parlait en fait Afrikaner et Imba. Les Imba leur faisaient un retour en Imba et puis après Afrikaner et anglais pour moi. Et ça durait des heures. C'était complètement dingue. Et je trouvais ça très drôle parce qu'en fait, elle essayait de faire figurer le fait que je venais de France. La France, ils ne connaissent pas, bien évidemment, et donc, dans le ciel, les avions, ça venait effectivement. C'était très compliqué à expliquer que j'avais pris l'avion au-dessus d'eux. Enfin, c'était vraiment, et c'était tellement mignon aussi. Et finalement, ben, le contact avec les yeux, avec le sourire, on se comprenait facilement, quoi. Voilà. Et ce qui est très drôle avec eux, c'est que quand vous sentez la mire qu'ils se mettent sur le corps avec la crème du lait qui est rance, que c'est quelque chose qu'ils gardent dans leur hutte pendant des mois et des mois. Et vous avez une odeur très, très animale, très forte, très puissante que nous, on a du mal à accepter, entre guillemets. Et de l'autre côté, quand je suis revenu la première fois avec le parfum qui avait été réalisé avec leur myrrhe, et ils avaient mis un peu de rose dedans, etc., je leur ai fait sentir, ils ont trouvé que ça puait. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger, de leur dire voilà ce qu'on a fait avec ça. Ouais, j'étais très fier du jus. Et quand je leur ai montré, c'était un rejet total. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce soit un rejet comme ça permet de parler, ça permet de discuter, ça permet de comprendre. Et je trouve ça super intéressant. Oui, c'est clair. Alors, c'est bon, j'ai trouvé en fait le petit encart où les personnes posent les questions. Donc, on avait une première question de Nathalie qui nous disait alors, les ateliers des simples recherchent de la centaure sauvage que l'on trouve dans nos fossés. Pouvez-vous être à l'origine d'une nouvelle source? Alors oui, je travaille actuellement sur des projets hein, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Donc j'ai les matières utilisées par les simples. Hein, je les ai. Alors c'est tellement de documents que je ne pourrais pas vous les montrer, mais il y a beaucoup de documents là-dessus. Je suis en train de travailler sur une piste de résine qui aurait été utilisée par les moines au Moyen Âge et dont les arbres seraient encore présents en France. Voilà, des choses qui sont super intéressantes et voilà, on est en train de pister. Là aussi, c'est une véritable piste historique. Et on ne sait pas si en incisant ces arbres, on va avoir de la résine ou pas. Il y a plein de choses. Hein. Là, je discute depuis maintenant début de l'année avec un expert en thé. Voilà. Le thé, il y a des choses qui sont. Voilà, Nantes, par exemple, c'est la capitale du Camellia sinensis, qui est utilisé pour le thé. Vous voyez. Donc, et pourquoi on ne ferait pas un thé nantais? Ben, j'ai appris qu'il y avait 5 producteurs de thé en France. Je ne le savais pas. Il y en a en Bretagne, il y en a un du côté de Montpellier, voilà, des choses comme ça. Puis il y a un thé, par exemple, nantais, qui n'est pas utilisé, enfin un thé, une plante qui pourrait être utilisée en thé, ça s'appelle le sasanquois. Je trouve ça trop drôle, quoi. Une plante qui s'appelle le sasanquois qui pourrait être utilisée en thé, et pourquoi pas un enfleurage de fleurs de thé. Voilà, des choses comme ça qui peuvent venir d'outils intéressants. Là, j'ai reçu d'experts en thé. C'est longtemps que je veux travailler là-dessus, je n'ai pas eu le temps, mais ce sont je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, ce sont des galettes de thé, les pouères, des galettes de thé fermentées. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à travailler. Donc, j'ai ces galettes sur le bureau. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour le moment, je les sens, j'étudie, je regarde. Il y a tellement de potentialités d'utilisation. On peut revenir. Moi, je suis assez intéressé de regarder ce qui se passe dans les teintures. Voilà, les teintures m'intéressent. De revenir sur des choses comme ça. Donc, les plantes des simples, bien évidemment, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Les fleurs de bac. Je trouve ça assez intéressant, les fleurs de bac. Alors, on en fait un peu trop de marketing autour de ça. Mais
voilà, si je peux interpréter le prélude de Bach, je serai assez content. Donc, si ça peut se faire pas via le source, ça justifiera. Là, je vois, j'ai sur le bureau, c'est une plante que j'avais trouvée en Namibie. C'est une plante qui, quand on la met dans l'eau, elle revit. Donc, elle rebourgeonne, c'est magnifique. Voilà. Et les Bushmen s'en servent en thé naturel. Donc, voilà, le thé, on revient au thé. Il y a plein de choses à travers ça à chercher, à trouver. C'est un tour magique. Hein. Vous verrez sur le film sur la Namibie. On a ce petit tour de magicien, entre guillemets, où on met cette plante qui est complètement sèche dans l'eau. Et au bout d'une heure, on a la plante qui a rebourgeonné. Voilà. Ça c'est des belles aventures, des belles plantes. Et puis, il y a des matières. De voyager par exemple à Zanzibar, j'en parlais tout à l'heure avec une parfumeuse. Zanzibar, j'y suis allé pour le clou de girofle. Je suis allé pour le clou de girofle pour voir un peu les filières clou de girofle, ça peut être intéressant. Je suis allé sur les marchés, c'est un des premiers réflexes qu'il faut avoir quand on va dans le pays, c'est aller se confronter à la fois aux matières, mais aussi aux gens, et puis discuter, échanger, sentir, bien évidemment. Hein. Voilà. Et ça peut emmener sur des pistes intéressantes aussi. Et puis, j'étais allé avec un petit avion au nord de Zanzibar, sur une petite île qui est au nord, voilà, où est distillé le clou de girofle avec des gros alambics. Et en fait, en visitant cette entreprise, je me suis aperçu que le plus intéressant, ce n'était pas forcément ce qui était distillé, mais c'était le déchet. Et le déchet, je me dis, mais ils vont brûler ça, et c'est terrible. Ça sent encore des notes vanillées, il y a des choses super intéressantes à prendre. Et donc, ça m'a donné une leçon de dire, voilà, ne méprisons pas les déchets, intéressons-nous sur les déchets. Et le premier déchet auquel je me suis intéressé, ça a été le santal. Donc, j'ai sorti ce qu'on appelle au niveau de billet maintenant une belle oubliée. Et les belles oubliées, en fait, les Beautiful West, c'est notamment le santal. J'ai fait une absolue de déchets de santal. Et donc, du coup, cet absolu de déchet de santal est disponible pour être commercialisé. Donc, on essaye d'utiliser le totem de la plante. Et le fait d'être naïf, de ne pas avoir ce background, me permet de m'ouvrir des portes que les gens auraient dit non, ça, c'est pas possible, on l'a déjà fait, ou non, mais pourquoi tu t'intéresses aux déchets, c'est pas d'intérêt. Voilà, il y a ça, il y a une nouvelle technologie, il y a l'Atelier français des matières qui a sorti une technologie sur l'ultrason. Donc, ensemble, on travaille sur une technologie d'ultrason, sur un baume tolu notamment, qui est sorti à l'ultrason, très naturel, avec un solvant naturel qui est super beau. Et ils ont fait notamment des transformations qui permettent d'avoir le totem de la plante, c'est-à-dire d'avoir l'huile essentielle et aussi l'utilisation des déchets ensemble. Et donc, on arrive à avoir, via de nouvelles technologies, des choses super intéressantes, mais il ne faut pas mépriser l'ancienne technologie. Moi, j'ai un parfumeur, Richard Fraisse, dont papa avait une recette de transformation du jasmin, de la concrète de jasmin à l'absolu. Quand il allait dans les laboratoires, c'était un parfumeur qui avait fait notamment les parfums de Lanvin, donc très très connu à l'époque. Hein. Et quand il allait dans ces laboratoires de Grasse et qu'on passait de la concrète à l'absolu, il faisait chauffer la matière. Et en faisant chauffer la matière, ça sentait super bon dans le laboratoire. Mais si ça sent bon dans le laboratoire, c'est que c'est plus dans la matière. Et donc, du coup, il a inventé cette recette de lavage à froid des concrètes. Et il m'a dit, écoute, plus personne n'utilise cette recette, c'est dommage, ça demande du temps, ça demande de la main-d'œuvre. Si tu veux, je te donne la recette de mon papa. Il m'a donné la recette. Et j'ai réutilisé cette recette en appliquant le procédé. Et donc, c'est une vieille recette de 1950 par là. Et pour la première fois, je montre cette recette sur du jasmin à une parfumeuse d'un grand groupe, que je ne citerai pas parce que c'était un contrat à l'époque d'exclusivité. Et elle me dit, je veux absolument l'exclusivité de cette matière. Donc, voilà comment on relance les anciens procédés. Donc, intéressons-nous aux gens, intéressons-nous aux plantes, intéressons-nous aux procédés, mais aussi aux nouveaux, au futur. C'est intéressant de consommer le moins d'eau possible. C'est intéressant d'utiliser le moins d'énergie possible. Sur l'inang, est une matière où je ne voulais pas aller parce que l'inang est responsable la distillation de l'inang est responsable de 60% de la déforestation des Comores. Et je dis, si je vais sur l'inang, c'est pour apporter quelque chose. Et donc, j'ai trouvé une solution avec un industriel allemand pour distiller de l'ylang sans impact environnemental. Donc, on distille aujourd'hui avec une machine qu'on a achetée avec un producteur comorien à 50-50, une machine qui distille l'énergie solaire. Donc, aujourd'hui, on peut dire, voilà, zéro impact environnemental. Nous, on protège la forêt. Enfin, en tout cas, on est super transparent, clean et on n'a pas d'énergie ni du sol, ni du bois. Donc voilà, si on va sur des matières comme ça, et si le Sourceur va sur des matières comme ça, c'est pour apporter quelque chose de la valeur ajoutée. Si c'est pour simplement
avoir une matière qui existe déjà et sur laquelle il n'y a pas de valeur ajoutée, on va diminuer la valeur et donc on va fortement faire pression sur la matière, mais sur le producteur derrière. Et ça n'a pas de sens. Ouais. Bravo, hein. Je trouve ça formidable. Alors, on approche de la fin. On va peut-être poser encore deux petites questions. Donc, on en avait une de Maxime. Il nous disait à partir de quel volume, tonnage d'extrait vous pouvez envisager de présenter votre produit aux grandes sociétés, ou plutôt de le commercialiser. Alors, je peux dire par exemple, pour les marques de niche, en dessous de 10 kilos, ce n'est pas la peine d'aller voir les grandes sociétés. Après, les volumes qui sont intéressants dépendront de la puissance de votre matière. Parce que l'intérêt pour un parfumeur, c'est qu'à un moment donné, la matière, elle se ressente au bout du compte dans le jus. Sinon, ça n'a pas de sens. Mettre une matière qui, au bout du compte, ne sent rien ou n'intervient pas en note de tête, en note de cœur ou en note de fond, ça ne sent pas. Donc, du coup, le rapport qui est important, c'est un rapport puissance-coût. C'est ça qui est important. Donc après, si vous faites des tonnages, il vaut mieux effectivement aller voir des grosses sociétés parce que les tonnages, vous n'allez pas commercialiser même à une marque des gros tonnages. Si vous faites des centaines de kilos, pareil. Si vous faites dizaines de kilos, les marques les marques sont intéressantes, les belles marques sont intéressantes. Les petits kilos, les 5, 10, 15, 20 kilos, si vous voulez assurer la durabilité de votre matière, il faut aller voir que des marques de niche. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un succès, notamment chez les grandes marques. Si jamais ça s'envole et vous ne pouvez pas maîtriser la ressource à l'origine, vous êtes mort, mais vous êtes mort pour une fois, mais vous êtes mort aussi pour les autres fois. Donc voilà, donc c'est aussi être respectueux aussi du client qui est en face et c'est important voilà. Et moi j'essaye aussi au niveau des matières de ne pas toujours apporter les matières aux mêmes personnes pour aussi là aussi pouvoir partager. Par exemple les drèches de santal, elles avaient été apportées chez Simrise par exemple. Le jasmin, ça va être apporté chez Givaudan. L'ilang, ça va être apporté chez Firmenich. Voilà. On travaille de cette façon-là, de manière à là aussi apporter à chacun de quoi travailler. Mais Bièvre est tout petit, hein, ça n'a rien de comparable avec les grosses sociétés dont on a parlé. Mais voilà, on essaye de faire bouger les choses, de renverser les tables et puis d'apporter notre valeur ajoutée. Fantastique. Alors, une dernière question pour la fin et puis après, on va se quitter. Quelle a été la découverte de matière première qui vous a le plus marqué? Une question de Charlotte. Une question difficile. Non, il y a tellement de belles matières que c'est sans doute la matière que je découvrirai demain, sans doute. Hein. Ce n'est pas celle qu'on a découvert aujourd'hui, parce que chaque matière a son histoire. C'est vraiment une question qui est difficile. Il n'y a pas des matières que j'aime plus que d'autres. Il y a des histoires humaines qui sont très importantes et je suis assez fier d'avoir aidé notamment au démarrage les tribus Imba. Je continue d'être fier avec les Malgaches, bien évidemment, avec l'Indonésie, avec les Australiens, parce que j'ai une affinité, j'ai fait une trentaine de voyages en Australie, j'ai forcément là-bas une affinité particulière et je trouve que le pays est fantastique, avec des potentialités naturelles qui sont extraordinaires, mais des contraintes logistiques qui sont énormes. Et donc là aussi l'énergie qui coûte cher et voilà, il y a encore tellement de choses à découvrir. J'ai pas de matière fétiche. Il y a plein de matières où je regrette de ne pas avoir abouti. J'en ai une matière qui doit être là. Par exemple, cette matière-là, c'est un arbre à feu australien, c'est un Xanthorea précis. C'est l'arbre qui résiste au feu et qui résisterait soi-disant à une explosion nucléaire et dans lesquels viennent se lever les serpents quand il y a des feux de bouche, etc. Et quand le feu passe dessus, ça crée une résine sur les feuilles et ça vient se coller entre elles. Et l'odeur de cette résine est vraiment exceptionnelle. Elle a des notes très rosées, elle a des notes très litchi, elle a des notes très fumées, elle a des notes très animales et il y a une complexité qui est extraordinaire. Malheureusement, elle n'aboutira pas pour des raisons assez simples aujourd'hui, c'est qu'il y a des allergènes dans cette plante. Et donc, du coup, elle est interdite pratiquement en utilisation ou tellement limitative que c'est compliqué. Et d'autre part, c'est un arbre ou arbuste qui pousse de quelques millimètres par an. Donc, aujourd'hui, encourager l'utilisation de ces arbres, bien sûr, on peut utiliser que les arbres morts, mais pour quel futur et donc, les contraintes sont trop importantes. Donc, voilà. Après, il y a des très belles légendes à Hawaï où j'ai eu la chance d'aller.
Il y a de très belles fleurs là aussi, il y a une potentialité de fleurs qui sont magnifiques. J'ai pas réussi à les extraire parce que sur place, il y a pas d'extracteur, à part l'université. Il y a un CO2 supercritique, mais qui est sur une île. J'ai fait des essais sur les fleurs de café voilà, de là-bas. Il y a des fleurs qui poussent sur les plages que j'ai retrouvées à Tahiti. Sur le ponton, simplement en passant le ponton pour aller sentir les vanilles de Taha, les vanilles tahitiennes, je me suis aperçu qu'il y avait cette odeur que j'avais déjà trouvée à Hawaï. Et j'ai dit, mais c'est fantastique, cette fleur-là, la trouver ici. C'est une fleur qui a 5 pétales tournés vers le sol, vers la mer. Et il y a sa sœur qui a 5 pétales aussi, mais qui est tournée vers la montagne, que j'ai trouvée à Hawaï également. Et en fait, la légende hawaïenne fait que c'est une sorcière qui aurait séparé un couple d'amoureux. Et donc, le volcan était en éruption et a séparé le couple d'amoureux. L'un a couru vers la montagne et est mort à la montagne. La fleur qui a poussé avec 5 pétales qui sont vers la montagne. Et la femme est morte dans la mer. Et donc, les fleurs qui poussent au bord de mer, 5 pétales dans l'autre sens. Et c'est une fleur qui est super jolie, super, voilà, c'est super bon. J'en ferai sans doute jamais rien, mais voilà, ça me donne d'encouragement pour d'autres fleurs, d'autres plantes. Ben, écoute, Stéphane, merci beaucoup pour ce partage. On va se quitter sur cette belle histoire, belle légende. En tout cas, c'était un très bon moment. J'espère que tu as apprécié aussi. Et puis, on a enregistré en fait cet échange. Donc, il sera à retrouver sur notre page YouTube qui est directement liée à notre site internet. Merci beaucoup en tous les cas de votre présence. Voilà, avec grand plaisir pour échanger. De toute façon, il y a tellement de choses à partager avec grand plaisir. Bah, c'était un fantastique moment. Merci beaucoup, Stéphane. Très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à vous. Au Bonne soirée, revoir. au revoir.